Les acteurs du secteur privé se sont réunis pour débattre de la gestion des sinistres. Les discussions ont porté sur les moyens de mieux prévenir les risques et d'assurer une indemnisation à la fois rapide et équitable. Au Mali, le processus judiciaire visant à contester la dissolution des partis politiques a franchi une étape importante. Ce lundi, le tribunal de la grande instance de la commune 1 de Bamako a examiné l'affaire au fond avec des pointant des violations de la Constitution et des droits fondamentaux. Chan 2025, le Sénégal, tenant du titre, a parfaitement lancé sa campagne en s'imposant 1-0 face au Nigeria lors de la première journée du groupe D. Une victoire importante qui confirme la solidité et le statut de favori des Lions locaux dès leur entrée en compétition. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Les sinistres, qu'ils soient climatiques, techniques ou humains, imposent de réagir avec rigueur, anticipation et solidarité. Ce mercredi 6 août, les acteurs du secteur privé, comprenant les assureurs et les experts, se sont penchés sur cet enjeu majeur pour l'économie nationale. Djeneba Samaki. Le Mali fait face à plusieurs risques tels que les inondations, les incendies, les effondrements, les accidents professionnels et plus récemment les attaques terroristes visant des unités industrielles. Ces risques sont exacerbés par les changements climatiques et l'urbanisation non maîtrisée. Ainsi, la prévention, la gestion efficace et la réparation rapide en cas de sinistre représentent donc un enjeu crucial pour la résilience des entreprises et la sécurité des populations. Ces petits déjeuners professionnels visaient donc à rassembler les acteurs institutionnels, les acteurs privés, les assurances, pour proposer des pistes concrètes afin de renforcer le système de gestion des sinistres dans les pays. Le secteur des assurances demeure un domaine hautement réglementé. Donc, l'État veille à ce que les assurés soient indemnisés. C'est dans ce cadre-là que nous assurons une surveillance permanente des compagnies d'assurance. Donc, toute chose qui permettrait de dire qu'en cas de sinistre, aujourd'hui, l'État peut contraindre effectivement les compagnies d'assurance à payer les sinistres. Les échanges ont également mis en lumière le rôle crucial de l'assurance. Les compagnies sont incitées à simplifier leurs procédures, à moderniser leurs outils et à intensifier la sensibilisation. L'objectif est de passer d'une logique de simple réparation à une logique de partenariat où la prévention est l'allié de la protection. C'est un secteur qui est méconnu, mal connu, à tort ou à raison, mais que nous allons essayer à travers la nouvelle dynamique de l'association de corriger et d'apporter toute la clairvoyance et la visibilité nécessaires. Nous sommes des indemnisateurs, nous donnons la couverture, c'est des couvertures fiables, c'est des couvertures solides. Donc la solidité financière aujourd'hui du marché des assurances est sans équivoque et aucune crainte que les indemnisations ne suivront pas. L'industrie de l'assurance, qui collecte une grande quantité d'épargne, contribue significativement au financement de l'économie nationale. En 2023, elle n'a enregistré que 75 milliards de francs CFA, alors qu'un pays comme le Burkina Faso, avec un PIB nettement inférieur à celui du Mali, se situe à 150 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est à 600 milliards et le Sénégal à 500 milliards de francs CFA. Nous avons aussi lancé un appel à l'État parce que la fiscalité est très élevée. Il y a une taxe de 20% qui n'est pas déductible. Donc le souhait du patronat, c'est soit de réduire considérablement cette taxe, peut-être la ramener à 10%, ou alors de la ramener au même niveau que la TVA, c'est-à-dire 18%. Ces rendez-vous marquent une étape vers une meilleure gestion des risques et une collaboration plus étroite entre tous les acteurs du secteur. Au Mali, les procédures judiciaires engagées pour l'annulation de la dissolution des partis politiques connaissent une nouvelle étape. Ce lundi, le tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako a tenu une audience de fond marquée par des plaidoiries centrées sur les atteintes présumées à la Constitution et aux droits fondamentaux. Le délibéré est attendu pour le 25 août prochain, tandis que d'autres dossiers suivent leur cours devant les tribunaux et la cour d'appel. Assetou Mani Coulibaly. La première audience relative à la dissolution des partis politiques
prévu pour les 7 et 8 juillet 2025, a été renvoyé au 28 juillet. Depuis, le dossier a connu plusieurs autres renvois. Face aux interrogations croissantes, le pool des avocats des partis politiques représentés par la voix de son porte-parole Maître Moutaga Tall a rendu public un communiqué de presse ce mardi 5 août. Le 4 août 2025, l'audience de fond sur la procédure visant à annuler les textes portant dissolution des partis politiques devait avoir lieu. Pour mémoire, selon le communiqué, ces textes portent une atteinte grave à la liberté d'association, à la liberté d'expression, ainsi qu'au droit de participer à la vie politique garanti par la Constitution du Mali du 22 juillet 2023. Dans le même communiqué, les avocats précisent que la requête introduite devant la section administrative de la Cour suprême a été transmise conformément aux règles de procédure afin de permettre au gouvernement d'y répondre. Si l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement pour être rendu le 26 août au tribunal de la commune 1, le dossier pendant devant le tribunal de la commune 6 sera pour sa part appelé de nouveau le 26 août. Par contre, les décisions d'incompétence prises par les tribunaux des communes 3, 4 et 5 ont été déférées devant la Cour d'appel de Bamako, précise le pool des avocats. Par ailleurs, les avocats regrettent que la plainte déposée devant le pôle de lutte contre la cybercriminalité contre des membres du CNT, à savoir Bitomba Mari Koulibaly et Moulay Keïta, n'ait pas connu, je cite, la même célérité que les poursuites engagées par exemple contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara, fin de citation. Il les accuse de comportements violents, outrageants et injurieux lors des manifestations des 3 et 9 mai 2025. Les plaignants indiquent envisager d'autres procédures pour contraindre les deux concernés à comparaître. La troisième cohorte du Centre permanent d'alphabétisation de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales a achevé sa formation ce mardi 5 août. Sur les 38 inscrits, 35 ont pris part à l'examen final avec un taux de réussite de 100%. La cérémonie de sortie a marqué la fin d'un parcours centré sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul en bamanankan. Fatoumata Wassiou. Ce mardi 5 août, le ministre de l'Éducation nationale a parrainé la cérémonie de sortie de la troisième cohorte du Centre permanent de formation en alphabétisation de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Composée de 38 apprenants en bamanankan, dont 12 femmes, cette cohorte a enregistré un taux de réussite de 100% avec 35 candidats ayant pris part à l'examen final. Il importe de souligner et de féliciter la détermination, la persévérance et l'engagement remarquable des apprenants et apprenantes qui ont su relever le défi de l'apprentissage dans un contexte souvent marqué par des contraintes multiples. Leur parcours illustre de manière éloquente la pertinence et la nécessité de l'alphabétisation comme levier d'autonomisation, d'insertion et de développement. Les évaluations ont porté sur la rédaction, la dictée question et le calcul. Les notes comprises entre 11,52 et 17,90 sur 20 traduisent la qualité de l'enseignement et l'engagement des participants. Après des mois d'efforts soutenus, les voici à une étape importante de leur parcours. Des compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, en apprentissage des langues officielles du Mali. Pour les participants, l'alphabétisation en bamanankan permet une meilleure compréhension des informations, une participation accrue à la vie communautaire et un accès accru à l'éducation et à l'emploi. Je parle 4 langues, le français, l'arabe, l'anglais, ensuite la langue chinoise. Et pourquoi pas de venir reprendre nos langues, et tandis que ça a été officialisé. Étant professeur de l'enseignement supérieur, là, j'ai vu qu'il est nécessaire que nous, on doit être les premiers acteurs principaux pour qu'on puisse maîtriser les règles de nos langues. Le ministre a salué le travail du personnel et rappelé l'importance de l'alphabétisation comme moyen d'autonomisation, surtout pour les femmes. Il a réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir ces initiatives et à appeler les partenaires à poursuivre leur appui. L'annonce du lancement officiel de la monnaie unique ECO en 2027 représente une étape majeure
pour l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la dynamique est marquée par une fracture géopolitique avec le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, ces pays semblent s'éloigner d'un projet monétaire qu'ils ont pourtant contribué à façonner. Ibrahim Babi. Alors que la CEDEAO a officiellement annoncé le lancement de sa monnaie unique, l'ECO, prévue pour 2027, une partie essentielle du bloc ouest africain pousse à se poser des questions. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont acté leur retrait de la CEDEAO, sont-ils concernés par ce projet d'intégration monétaire? La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en se retirant de la CEDEAO, reste quand même membre de l'UEMOA et de l'UMOA, c'est-à-dire que font partie des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA et une banque centrale commune, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Mais maintenant, quelle option s'offre aux pays de l'AES, comme vous le dites? L'option, c'est que chacun des pays peut créer sa monnaie nationale. Les 3 pays peuvent aussi décider de créer une monnaie commune ou unique, ou les 3 pays peuvent avoir un arrangement, soit un arrangement avec la CEDEAO, un accord de coopération monétaire, ou réintégrer la CEDEAO. C'est depuis Banjul, en Gambie, que le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, a confirmé l'annonce. L'ECO se fera avec ceux qui sont prêts, a-t-il déclaré, actant l'abandon des critères de convergence communs. Autrement dit, l'intégration ne sera plus synonyme d'unité parfaite, mais de pragmatisme économique. M. Touré assure que les États non encore alignés seront accompagnés, mais sans pour autant retarder le processus global. Mais c'est quoi les critères de convergence? 4 critères de convergence avaient été quand même imposés au pays pour pouvoir adhérer à l'ECO. Le premier étant que le déficit budgétaire ne devait pas dépasser 3% du PIB, produit intérieur brut. Et deuxièmement, que l'inflation ne devait pas atteindre 10%. Elle devait être inférieure à 10%. Et troisièmement, couvrir au moins 3 mois d'importation. Et finalement, que les avances faites par les banques centrales au gouvernement, c'est-à-dire les prêts que les banques centrales font au gouvernement, ne devaient pas dépasser 10% des recettes d'exportation de l'année précédente. Cette décision relance un vieux rêve régional tout en posant de nouvelles lignes de fracture. Dans le sillage des tensions géopolitiques entre l'AES et la CEDEAO, la question monétaire devient aussi un symbole de divergence. Alors que la CEDEAO espère tourner la page du franc CFA, l'AES de son côté garde ses cartes secrètes. 2 visions pour une même ambition, sortir du joug des devises héritées de la colonisation. 250 migrants expulsés des États-Unis seront accueillis au Rwanda très prochainement. C'est une décision annoncée par le pays, résultant d'un accord entre Kigali et Washington dans le cadre de la politique d'immigration de l'administration Trump. Aminata Keita. C'est un nouvel épisode de la vaste campagne d'expulsion du président américain Donald Trump qui a promis la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire américaine. Mais cette fois-ci, la donne change. Kigali a annoncé qu'elle accueillera jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Cette réception des migrants intervient dans le cadre d'un accord conclu entre Kigali et Washington. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a indiqué, je cite, « Le Rwanda a convenu avec les États-Unis d'accueillir jusqu'à 250 migrants parce que presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement et que nos valeurs sociétales reposent sur la réintégration et la réhabilitation. » Fin de citation. Washington proposera les migrants à Kigali qui aura la possibilité d'approuver chaque personne proposée pour la réintégration. Les personnes en question bénéficieront d'une formation professionnelle, de soins de santé et d'une aide au logement. Pour l'heure, Kigali n'a pas encore annoncé les nationalités des individus qu'elle recevra. On ne sait pas non plus ce que le Rwanda percevra en contrepartie. Le pays affirme qu'elle fournira plus de détails une fois que ceux-ci auront été élaborés. Le Rwanda n'est pas le premier pays à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. D'autres pays l'ont précédé. Depuis janvier, l'administration Donald Trump a négocié plusieurs accords permettant d'envoyer des étrangers vers des pays qui ne sont pas souvent leur pays d'origine, tels que le Soudan du Sud, l'Eswatini ou le Salvador, avec 252 hommes expulsés pour appartenance présumée aux organisations terroristes par Washington, qui ont ensuite été rapatriés au Venezuela.
Un accord du même genre avait été signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour 288 millions d'euros, finalement annulé en 2024 par le nouveau gouvernement britannique, car la Cour suprême britannique avait statué que l'envoi de migrants au Rwanda dans le cadre de cet accord serait illégal et les exposerait à un risque réel de mauvais traitement. Au total, le nombre d'immigrés envoyés dans des centres de rétention aux États-Unis est estimé à plus de 60 000 individus détenus en juin, dont 71% ne disposant d'aucun casier judiciaire. Et on termine avec le sport. En 2025, le Sénégal confirme son statut de favori dès son entrée en lice. Champion en titre, il s'est imposé 1-0 face au Nigeria hier mardi 5 août au compte de la première journée du groupe D. Une victoire précieuse pour les Lions locaux qui confirment leur solidité en match d'ouverture. Assitou Bouari. Le Sénégal a brillamment débuté sa campagne pour le championnat d'Afrique des Nations 2025 en s'imposant face au Nigeria 1-0 ce mardi 5 août à Zanzibar en Tanzanie. Porté par un collectif bien coordonné et un but crucial de Christian Gomis à la 75e minute, les champions en titre confirment leur ambition de conserver leur couronne. Le match a été marqué par une grande intensité physique et plusieurs moments de tension, particulièrement dans le dernier quart d'heure, lorsque les Nigérians ont essayé de marquer l'égalisation dans les arrêts de jeu. Malgré cela, les Sénégalais ont tenu bon et maintenu leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire confirme le statut du Sénégal comme l'un des grands favoris de la compétition. Vainqueur du CHAN 2022 en Algérie, le pays semble bien décidé à conserver son titre. Toutefois, un bon début dans un groupe relevé qui compte également le Congo et le Soudan. Comme en 2022 en Algérie où le Sénégal avait battu la Côte d'Ivoire sur un score de 1-0 en ouverture, les Lions démarrent leur tournoi par un succès important qui leur procure confiance dans la course à qualification au second tour. Grâce à ce succès et au nul entre le Congo et le Soudan, le Sénégal se place tête du groupe D avec 3 points et son prochain match l'oppose au Congo prévu le 12 août pour une place en quart de finale. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.